Qu'est-ce que la faillite? Autrefois, on utilisait le terme de faillite pour ce qu'on appelle aujourd'hui la cessation de paiement. Ce sont des termes juridiques pour illustrer la situation dans laquelle une entreprise n'a plus suffisamment d'actifs disponibles pour rembourser son passif exigible. Pour une entreprise, le fait d'être déclaré en faillite donne lieu par la suite à un redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire. Qui peut être concerné par une faillite? Les personnes physiques comme les personnes morales peuvent être déclarées en situation de faillite dès lors que leur activité est économique. En revanche, les particuliers qui sont en surendettement ne peuvent pas se déclarer en situation de cessation de paiement. Comment se déclarer en faillite? Pour se déclarer en faillite, l'entrepreneur ou le chef de l'entreprise concernée doit faire une déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours qui suivent la date de la cessation. Pour les artisans, les commerçants et les sociétés commerciales, la demande est à formuler auprès du greffe du tribunal de commerce. Pour les autres entreprises, la demande se fait auprès du greffe du tribunal de grande instance. Alors, nous ne sommes pas là pour un mouvement de grève. Nous sommes là pour nous exprimer à haute voix. Ça fait bientôt 3 ans que la prime de recouvrement est payée au gré des humeurs des uns et des autres. Nous n'avons pas la clé de répartition, mieux, la périodicité à laquelle cette prime est reversée aux agents. 3, nous apprenons, car la CNAMG étant une maison de verre, que cette prime, elle est gracieusement payée ailleurs au détriment de ceux qui la manipulent, donc ceux qui manipulent la DTS. Nous voulons attirer l'attention de monsieur le directeur général. Ici, c'est tout le monde qui est concerné. Nous avons ici aussi bien des agents d'exécution, des agents de maîtrise et quelques rares cadres de la direction pour exprimer un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que ça dure, ça fait des années comme ça. La prime est un droit. C'est une prime qui est reversée partout ailleurs à toutes les entreprises qui pratiquent le recouvrement. Donc c'est un droit, ce n'est pas une faveur que la direction générale fait aux agents de la DRC. Donc nous attirons l'attention de monsieur le directeur général sur ce fait, qu'il nous dise exactement à quel moment il compte payer la prime de recouvrement. Nous ne pouvons pas éternellement attendre cette prime de recouvrement car beaucoup ici font leur planification là-dessus. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des pères et des mères de famille et nous sommes fatigués que ça soit tous les trimestres comme ça. Il n'y a pas un seul trimestre où cette prime est correctement versée aux agents et payée à la hauteur de ce qu'ils font comme travail. Lorsque nous faisons des pénalités qui sont au-delà de ce qui est demandé, nous sommes payés à monnaie de singe. Donc, aujourd'hui, nous ne comprenons pas sur quelle base cette prime est payée. Car les trimestres antérieurs, c'était un montant et les montants ne font que descendre crescendo. Donc, nous attirons, nous appelons monsieur le directeur général d'avoir un regard sur cette question. Ce n'est pas la grève, mais nous attirons son attention pour dire que la prime de recouvrement est un droit. Et les agents de la DRC ne sont pas des enfants à qui on va
manipulés à qui on va réduire comme des mendiants. Donc c'est le mot que nous voulons faire passer, car c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol et nous espérons que monsieur le directeur général et sa suite comprendront le message. J'en ai terminé. Bravo, bravo, bravo. En quelque sorte, toutes les boîtes de recours, parce qu'afin d'écrire là, on ne veut plus écrire. Afin de parler là, on ne veut plus parler. On a dit on descendait simplement ici, on se taisait, on reste là seulement. On a déjà écrit, on a déjà parlé, ça n'a pas abouti. On ne veut pas frapper quelqu'un, on ne veut pas empêcher quelqu'un. Voilà. Donc, s'il vous plaît, nous sommes déjà engagés. Nous sommes engagés. Nous sommes descendus. Ne nous faites plus remonter après quelques minutes. Non. Ça doit déranger. Parce que là, ça n'a pas dérangé. Nous sommes descendus pour une communication, nous sommes remontés. Enfin, voilà. On ne voit plus. On a fait une vidéo de plus. Voilà. Aujourd'hui, nous constatons que cette administration vient de nous montrer aux yeux du monde entier qu'elle ne veut pas rentrer en négociation. Aujourd'hui, ils ont brandi des lettres de licenciement pour des entretiens préalables avec perte de confiance. Donc c'est pour vous dire que nous avons en face une administration qui ne veut même pas fléchir pour négocier. Donc à cette allure, je pense que nous allons demander le départ de notre directeur général parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de cœur, il ne prend pas en compte les obligations des agents, les droits des agents. Nous revendiquons ici le reclassement des 400 agents et une nouvelle grille salariale parce que la nôtre est en dents de scie. Et il est arrivé, il a trouvé à la CNAMGS, on avait déjà des acquis sociaux. Pour faire asseoir un acquis social, il faut aller en négociation lors de la négociation de notre convention collective. Vous ne pouvez pas vous lever sans rentrer dans la convention collective et dire que vous arrêtez les acquis sociaux. Donc ça fait aujourd'hui 1 an, sinon aujourd'hui 2 ans avec cette année, aucune publication sur nos acquis sociaux. Et il va plus loin. Nous sommes un organe aujourd'hui qui fait de l'assurance maladie obligatoire. Nous leur demandons de payer le ticket modérateur pour que les agents soient assurés à 100%. On leur demande de payer juste les 20% du ticket modérateur. Aujourd'hui, nous attirons le regard du chef de l'État pour dire que la CNAMGS, c'est son bras armé pour sa politique sociale. Et nous, les agents de la CNAMGS, nous sommes prêts, nous l'avons toujours fait, de faire sa politique générale par rapport au social. Mais cette administration qui est en face de nous, aujourd'hui, se comporte, excusez-moi du terme, comme des voyous. Ils ne respectent aucun texte. Ils vont même jusqu'à falsifier des documents, ce qui n'est pas normal. L'administration, sur la base d'un faux procès verbal, donc vous voyez ici, un procès verbal dont la première page, l'intitulé de la première page, n'est pas celui normalement que nous avons signé le 3, lundi 3 juin. Vous voyez, l'administration sur la base de ce faux procès verbal a saisi la Direction générale du travail qui a rendu un avis sur la base d'un faux procès verbal qui a rendu un avis du caractère illicite de notre grève. Fort de ce procès verbal, elle nous envoie des notifications. Des notifications à l'entretien préalable de licenciement pour motif faute lourde. Elle nous interdit l'accès au bâtiment. Donc, vous avez vu, le personnel est là, tout ce personnel-là est en train de recevoir chacun une notification pour licenciement ou faute lourde. Donc, voici un peu le Gabon dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une administration qui refuse de négocier, une administration qui refuse de prendre en compte les revendications du personnel, une administration qui s'en fiche éperdument de la politique sociale du chef de l'État en envoyant au chômage des compatriotes, des Gabonais et des Gabonaises, des pères et des mères de
familles parce que ces derniers auraient tout simplement revendiqué leurs droits. Vendredi le 10 décembre aujourd'hui, comme vous voyez là, on nous dit de retourner dans les maisons pour venir lundi. Comment vous pouvez là? Quelle est la garantie? Nous sommes ici depuis 5 h du matin. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour payer le gamin. Vous voyez? Vous passez lundi. Lundi, on va faire le gamin avec quoi? Vous voyez? Mais c'est lui-même qui a fait le communiqué que la retraite, tous les retraités, il faut venir vendredi. Aux autres, c'est vendredi. Vendredi, c'est le 10. Mais maintenant, on dit que là, non, on venait lundi. Mais nous sommes malades. Nous sommes voilà les examens. Regarde, non, les examens que je devrais faire. Ces examens-là, vous voyez, je vais faire avec quoi? Il faut qu'on me donne de l'argent. Les 60 000 qu'on nous donne là, peut-être je peux arriver de faire ces examens-là qu'on m'a demandé de faire à l'hôpital. Lundi, à partir nous sommes au 10, j'attends lundi. Je vais manger quoi? Les genoux me fait payer les médicaments, faire quoi? Les examens à faire là, je vais faire avec quoi? C'est pas avec la... L'urgence dans les réformes en cours au niveau des organismes de prévoyance sociale était d'abord d'arrêter, de stopper l'hémorragie au niveau de la CNSS. C'est pourquoi cette décision a été prise. Il y a un comité de surveillance et de contrôle qui a été mis en place. Ce comité de surveillance fera en sorte que le gouvernement puisse avoir un regard beaucoup plus précis sur le niveau d'exécution des dépenses, aussi bien de la CNSS que la CNAMGS. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous les mois, le directeur général de la CNSS, l'administrateur provisoire de la CNSS et le directeur général de la CNAMGS devraient présenter à ce comité de surveillance et de contrôle le plan de dépenses mensuel. À partir de là, le gouvernement pourra mieux apprécier quelle est l'utilisation des fonds alloués pour financer le social des Gabonais. Donc, nous ne sommes pas un gouvernement qui est dans du sensationnel pour dire que, comme on a fait pour la CNSS, il fallait aussi faire pour la CNAMGS. Nous sommes un gouvernement qui agit dans la mesure en fonction des urgences. Ce qui est en fait, nous attendons à pied d'œuvre l'administrateur qui, évidemment, nous pensons, il doit être bien entouré. Parce qu'on dit, là où il y a de la volonté, il y a du chemin. Nous nous battons pour nos emplois, nous nous battons pour les retraités, donc les pensions et les autres prestations. Nous nous battons pour la pérennité de notre institution. Alors, nous attendons, nous lui donnons le temps pour nous présenter sa feuille de route et les différents comités qui ont été mis en place, et du moins qui n'ont pas encore été, dont on n'a pas encore désigné les membres. On pense au comité de surveillance et de contrôle. Je pense au comité de gestion qui doit accompagner l'administrateur. Et là-dedans, je tiens à dire, si nous écoutez l'administrateur, qu'il faut s'entourer des personnes qui ont la mesure de la chose, qui sont animées d'un esprit patriotique, parce que par le passé, les gens, la plupart des gens qui ont entouré les directeurs généraux, c'est des personnes qui n'étaient pas animées de l'esprit patriotique.
s'agit de 18 000 personnes, 18 000 familles qui sont en détresse depuis près de 5 ans aujourd'hui. Nous avons dernièrement adressé une correspondance au chef de l'État. Nous attendons la réponse parce que nous voulons dire au chef de l'État de régler lui-même cette question. Nous enregistrons aujourd'hui plus de 40 décès à la suite de cette escroquerie nationale. Nous n'allons pas baisser les bras, nous rassurons nos camarades que nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons saisi nos conseils la semaine dernière, ils ont relancé le dossier à la Cour de justice afin que l'audience se tienne dans un mois. Parce qu'il faut que la vérité puisse triompher. Il faudrait que ces compatriotes puissent retrouver leur dignité. Parce qu'ils n'ont pas volé cet argent. Nous avons mis en place une commission nationale qui est permanente, qui reçoit les épargnants pratiquement tous les jours, au fin de recenser les différents problèmes rencontrés par ces épargnants qui sont des camarades affiliés au CAP. Donc la commission, elle est permanente et nous appelons à ceux qui ne sont pas encore informés de venir vers la commission technique au niveau du CAP afin que nous puissions voir exactement comment les accompagner. Nous ne sommes pas une banque, nous sommes une centrale syndicale, nous sommes société civile, mais nous mettons en place des mécanismes d'accompagnement de nos camarades. Donc la porte reste ouverte aux autres camarades qui ne se sont pas encore fait recenser parce que nous avons pris un engagement vis-à-vis d'eux, les accompagner jusqu'à l'aboutissement du dossier. Aujourd'hui, la résolution qui est prise, c'est qu'à partir du mois de novembre, nous allons poser des actions afin d'amener le gouvernement gabonais à rester à l'écart de ce dossier. Et c'est le principal message que nous allons lancer aujourd'hui aux 18 000 épargnants. À partir du mois de novembre, nous allons mener plusieurs actions citoyennes. Les épargnants, à travers le CAP, ont saisi la Cour de justice de la CEMAC. Sur l'installation, la création de cette banque, autant pour moi, en 2011 au niveau du Gabon, et qui s'est installée dans toutes les provinces et communes du Gabon. Tout le monde a couru, parce que c'est des épargnements, tout le monde a compris qu'il fallait aller positionner son argent pour que ça puisse être fructifié afin d'établir des affaires. C'est-à-dire que dans le monde des affaires, chacun est allé mettre son argent. Donc depuis 2011 jusqu'en 2015, sans être saisi, n'avisé non plus, le personnel épargnant n'a pas été saisi, c'est aussitôt qu'on a appris que Bersal a fermé ses portes. Et c'était la débandade totale. Il laisse le CAP aller jusqu'au bout parce qu'ils lui ont demandé d'aller vers la COBAC, la porte la mieux indiquée, il est allé là-bas, que ces gens forfaitaires, je veux dire même dire les forfaitaires, ne continuent plus à arnaquer ou à poursuivre, à faire des démarches afin que ce dossier n'aboutisse pas le jour. Mais nous osons croire que sur les chaînes internationales, où nous nous exprimons aujourd'hui, que le Gabon reconnaisse que ce n'est pas bon. C'est le déshonneur du pays à l'international. C'est le déshonneur. Autour d'un feu, les employés campent devant les bâtiments de la SATRAM. Cela fait maintenant 3 semaines qu'ils bloquent le port. Certains n'ont pas été payés depuis 1 an. Autrefois fleuron du transport maritime pour des compagnies pétrolières, SATRAM est aujourd'hui quasiment en faillite. La mort de son fondateur et les querelles entre actionnaires ont plombé la société. Un syndic liquidateur a été nommé, mais à la grande surprise des salariés, ce syndic a été arrêté, cité dans une vaste affaire de corruption. Certains avaient accepté un plan de départ volontaire proposé par la direction, mais rien n'a été fait. SATRAM n'a pas honoré à ses engagements et ils ne font que nous balader jusqu'à présent dans cette situation. Ce qui fait qu'après multiples rendez-vous et multiples entretiens dont nous avons eu, ils n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Nous avons décidé de venir assiéger à Kaye pour trouver gain de cause à notre situation. Sans salaire, les employés ont perdu leurs habitations. Ils sont venus s'installer ici,
dans les conteneurs vides, qui sont devenus des toits de fortune. Une cinquantaine d'entre eux vivent avec femmes et enfants. 12 mois sans salaire. Et je vais vivre. Je n'ai pas de parents à Libreville. C'est pas pour moi la joie en fait. Vous voyez très bien, je ne sais pas si vous avez regardé, là où on se lave, tout est sale. Les douches sont bouchées, les cuisines bouchées, apparemment les moustiques partout. Des conteneurs vides, des bateaux qui restent à quai. Malgré des conditions de vie difficiles, les employés sont bien décidés à faire grève jusqu'à obtenir gain de cause. Quatre ans après Veolia, la SEG déjà en faillite, c'est en tout cas ce qu'aurait indiqué Sylvain Bitegué aux partenaires sociaux de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, reprise entièrement par l'État gabonais en février 2019, après le départ forcé de Veolia. La Société d'énergie et d'eau du Gabon semble aller de mal en pis. Son passage sous pavillon du Fonds gabonais d'investissement stratégique n'aurait pas stoppé l'hémorragie. À telle enseigne qu'en 4 ans de gestion publique, ponctuée par la nomination de ses directeurs généraux, l'entreprise pourrait fermer boutique. En hausse sous Veolia jusqu'en fin 2018, les recettes de la SEG ont continuellement chuté. D'ailleurs, si au 30 septembre 2020, les recettes sur le segment eau étaient de 18,129 milliards de francs CFA, l'année d'après a été plus difficile. L'entreprise passée sous pavillon du Fonds gabonais d'investissement stratégique affichait des recettes en recul de 4,8%, soit seulement 17,265 milliards de francs CFA au 30 septembre 2021. Une situation jugée alarmante pour le directeur général par intérim Sylvain Bitegué. Ce dernier aurait révélé aux partenaires sociaux qu'il ne leur restait que 2 options. Le directeur général, lors d'une communication en termes de synthèse de nos échanges au sein des métiers Jean Violas, a clairement signifié que l'entreprise est en difficulté et il n'y a que 2 options qui s'offrent à nous. La première, c'est d'abord donc la déclaration de la faillite. Et qui dit faillite, donc après derrière ça un repreneur et puis les agents sont voués à leur propre sort. Et la deuxième proposition, c'est donc la réduction des salaires. C'est l'épineuse équation à résoudre par les agents de la nébuleuse Société d'énergie et d'eau du Gabon. Pour tenter de faire survivre cette entité, le directeur général par intérim aurait suggéré aux partenaires sociaux de miser sur l'acceptation de la réduction des salaires. Une possibilité insoutenable pour ces derniers, car réduire les salaires revient à faire face à l'inflation avec moins de revenus. Seulement, le Synthé Plus dénonce une fuite en avant, car d'autres facteurs devront être pris en compte. Même si on arrivait à réduire nos salaires ou faire des économies ailleurs, tant que ces points-là, ces postes-là de charge ne bougent pas, nous allons toujours avoir des difficultés de trésorerie. Ali Bongo Ondimba est la désastreuse décennie gabonaise. Précédemment enseignant au département de sciences politiques et d'études internationales à l'université de Tampa et au Hillsborough Community College aux États-Unis, Gilda Ufula Stotamo revient ici sur le régime d'Ali Bongo, vieux maintenant de 14 ans. Si ces années n'avaient été qu'un grand désastre, selon lui, tout cela aurait pu être évité si chacun avait pris ses responsabilités depuis 2009, estime-t-il. À l'approche de la présidentielle de 2023, l'universitaire gabonais appelle à un « sursaut national » pour la mise à terme du régime d'Ali Bongo et l'instauration d'un leadership républicain, au service et à l'écoute du peuple gabonais tout entier. Auteur de plusieurs contributions aussi bien scientifiques que destinées au grand public, Ufula Stotamo enseigne maintenant au Department of Social and Behavioral Science and Human Services, SBSHS, Saint Petersburg College, USA. Grâce à la grosse arnaque du Gabon émerge, le pays est économiquement paralysé et en pleine faillite, estime le PhD Gilda Ufula Stotamo. On emprunte pour financer tout et rien et ensuite rembourser ce qu'on aura déjà emprunté. Le 19 août 2023, cela fera 14 ans que le Gabon est otage de l'autocrate, mal élu, Ali Bongo Ondimba. Après la fête funeste des 14 ans de pouvoir, 2009 à 2023, de celui que l'on aura appelé ailleurs le potentat, émerge, cette 14 années arrive dans un contexte très particulier avec l'élection présidentielle de 2023.
Comme déjà en 2016, la dernière élection présidentielle de 2016 a donné encore une fois à chaque compatriote l'opportunité d'évaluer la performance de l'autocrate, mal élu, gabonais à la tête de l'émirat pétrolier en déclin. Globalement, il est admis depuis longtemps que ce que l'on retiendra du règne plus que du haut décennal de ce dernier, c'est le gâchis total. Un gâchis sur tous les plans, politique, économique et social. Un retour sur ces années perdues pour le pays, sur les conséquences néfastes du règne de l'autocrate, mal élu, sur cette très désastreuse décennie gabonaise, s'impose. Ce faisant, nous illustrerons à nouveau les enjeux cruciaux pour l'élection présidentielle de 2023 et donc l'urgence de démantèlement de la dictature gabonaise. Inquiétant recul démocratique et gouvernance claudicante. D'entrée de jeu, s'il est vrai qu'il n'est nul besoin de revenir sur les conditions singulières d'accession à la présidence de la République gabonaise en 2009 comme en 2016 de l'autocrate, mal élu, car elles sont bien connues de tous, il est important de se rappeler que, dès le départ, Ali Bongo Ondimba avait annoncé sa volonté de changer le système politique hérité de son défunt père. Certains ont cru, ou voulu croire, à ces vaines promesses. Cependant, au bout du compte, tous auront été fortement déçus, car la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba se sera révélée être immature, antidémocratique, revancharde et inepte. Dès octobre 2009, on aura assisté à un inquiétant retour en arrière vers le monopartisme de facto et le règne répressif de la pensée unique ainsi que la volonté d'établir, à rebours de l'histoire, la préséance du dictateur omnipotent, omniprésent et omniscient. En cela, l'autocrate, mal élu, aura été fortement aidé par une cour constitutionnelle obséquieuse, arbitraire et antidémocratique. Depuis 2009, cette dernière aura tout fait pour renforcer et perpétuer la dictature actuelle en approuvant tout projet de personnalisation approfondie de la loi, dite fondamentale du pays. Plus récemment encore, redoutant la fin de ses privilèges mal acquis, cette cour aura dans un premier temps modifié par occasion cette constitution et ensuite cautionné, entre autres, l'absurdité d'un triumvirat à la tête du pays en cas de vacance de pouvoir. Le résultat de toutes ces sinistres machinations de l'autocrate, mal élu, et de ses séides pour s'éterniser au pouvoir depuis 2009 est que, aujourd'hui, le système politique gabonais est des plus sclérosés. Au lieu de l'apparition de nouveaux acteurs politiques résolument tournés vers l'avant, en presque 14 ans de pouvoir de l'autocrate, mal élu, on aura assisté à l'arrivée d'une classe de personnes encore moins scrupuleuses de la gestion de la fortune publique. On sera ainsi passé des fameux « émergents » qui dominèrent le premier septennat de la dictature d'Ali Bongo Ondimba, à plus récemment les « volontaires » de la GEF. Le chef de file de cette dernière faction croupit actuellement dans les geôles de l'autocrate sans que cela n'émeuve véritablement personne tant il aura lui aussi abusé de son pouvoir usurpé pour réduire à néant toute personne, et contestation, autour de lui. Des décombres des « volontaires », un nouveau groupuscule, toujours et encore plus ténébreux, aurait semble-t-il émergé, reléguant ainsi l'autocrate, mal élu, au rang de simple figurant. Au-delà de ces guerres claniques, de manière globale, depuis 2009, et encore plus 2016, l'émirat pétrolier en déclin est englué dans une répression constante de toute velléité de soulèvement populaire. Tout mouvement populaire étant perçu comme une menace pour la dictature. Cela explique pourquoi depuis 2009 la situation des droits humains au Gabon ne s'est pas améliorée. Il n'y a juste qu'à lire les nombreux rapports des organisations nationales et internationales de défense et promotion des libertés civiles. Pour tout et rien, des Gabonais de tous sexes, peu importe leur statut social, croupissent dans les geôles de l'autocrate, mal élu. Dans bon nombre de cas, les vrais fautifs défilent librement dans les rues du pays jusqu'à ce qu'éventuellement ils tombent aussi sous le coup près d'une police et justice aux ordres, non pas pour de véritables crimes commis mais pour satisfaire le besoin permanent de l'arbitraire de se nourrir de chair humaine pour exister et subsister. Au-delà des restrictions grandissantes des libertés publiques et du retour de la volonté d'imposer la pensée unique comme modèle dominant d'expression politique, on s'attardera un moment sur la gouvernance immature étatique de l'autocrate, mal élu. Des changements constants de Premier ministre depuis 2009 et le nombre sans cesse grandissant d'individus qui auront occupé les différents postes ministériels, qui eux-mêmes, selon les humeurs, changent constamment d'intitulé sans pour autant que l'on en voit des retombées tangibles, à la soi-disant réforme de l'administration publique, c'est la consternation totale.
L'inaptitude est tellement manifeste au niveau de la bureaucratie étatique où le projet d'agencification de l'État aura encore un peu plus déstabilisé une administration qui déjà au départ présentait des failles importantes dans l'accompagnement des opérateurs économiques et la délivrance des services publics vitaux aux usagers. Depuis 2009, on aura dépensé en temps et en argent pour une réforme inutile et mal avisée pour ensuite revenir à la case départ et avouer à demi-mot le fiasco comme nous l'avions récemment souligné dans la revue scientifique publique Administration and Développement. En lieu et place d'un projet global politique et administratif cohérent mené par un leader compétent, depuis 2009, on aura eu droit à un dictateur dilettante à la gouvernance claudicante et incompétente. De la grosse arnaque du Gabon émerge. Cette faillite politique des 14 dernières années que nous venons d'analyser en cache une autre encore plus grave. Elle est centrée autour de l'économie et du fameux projet Gabon émerge, aujourd'hui en totale désuétude. Ainsi donc, malgré les slogans prometteurs du PSGE, depuis 2012, les fondements économiques du modèle rentier n'auront pas vraiment changé. Comme tout rebondissement ou toute chute, prévisible il faut bien le dire, du cours des matières premières l'illustre bien, l'économie gabonaise reste toujours aussi dépendante des ressources pétrolières et minières. Il y a quelques années, le PNUD notait par exemple que le taux de croissance, du PIB réel, avait chuté, passant de 7,1% en 2011 à 5,1% en 2014, à 4% en 2015, pour tomber ensuite à 2,1% en 2016 et à 0,8% en 2017. Entre 2017 et maintenant, le PIB aura encore fluctué en fonction du cours des matières premières et de l'impact dévastateur planétaire de la pandémie de Covid-19. De façon générale, le recours à l'endettement pour financer la prédation des ressources communes et un train de vie irresponsable et dispendieux de la dictature est devenu courant et permanent. On emprunte pour financer tout et rien et ensuite rembourser ce qu'on aura déjà emprunté. Selon l'économiste Memouissi, de 1,291 milliards de francs CFA en 2010, l'encours de la dette publique du Gabon serait passé à 6 428 milliards francs CFA en 2020. Selon ce dernier encore, en 2020, le taux d'endettement du Gabon se situait entre 72 et 76% du PIB alors qu'il était proche de 59% en 2019 et 39% en 2015. En janvier 2022, la dette publique gabonaise serait de 7 000 milliards francs CFA, 11,9 milliards de dollars, et représenterait 75% du produit intérieur brut, PIB, du pays. Au niveau du chômage, un récent rapport de l'Union européenne, UE, notait que le taux de chômage officiel est resté élevé au Gabon, avoisinant les 20%, en partie en raison de la dépendance de l'économie au secteur pétrolier qui génère peu d'emplois, ainsi que des rigidités de la réglementation du travail et de l'inadéquation des compétences. Les chiffres sont particulièrement alarmants pour les femmes au Gabon. En effet, seuls 30% d'entre elles environ sont représentées sur le marché de l'emploi. La Banque mondiale conclut que le taux de chômage au Gabon est parmi les plus élevés du continent africain, de nombreux emplois sont informels et non productifs. Pas de quoi en être fier. L'amélioration du climat des affaires pour les opérateurs économiques aussi bien nationaux qu'internationaux ainsi que l'augmentation de l'investissement étranger pour financer le développement du pays que Gabon émerge avait promis relève de la pure fiction. Il n'y a qu'à relire les différents rapports Doing Business de la Banque mondiale, aujourd'hui enterrés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le cas présent, au fil des ans pour se rendre compte que faire des affaires au Gabon s'apparente à un calvaire. En effet, fin 2021, le Gabon fut toujours dans le bas de tableau, 169e sur 190 pays évalués dans Doing Business 2020. À ce jour, nous sommes en 2023 à quelques années de l'orée du statut de pays émerge et de la « terre promise » de Gabon émerge. Pourtant, 10 ans après son lancement officiel, il a complètement disparu du discours officiel. La lobotomisation des consciences des promoteurs de l'émergence semble être complétée tant le sujet est rarement mentionné de nos jours. Même le Fonds monétaire international, FMI, vers qui on se tourne inlassablement pour emprunter de l'argent afin de masquer le désastre duodécennal demeure sceptique, notant que le volume et la composition de l'investissement public ne permettent pas de soutenir cette ambition. On peut difficilement dire aujourd'hui que le pays est sur le chemin des fameux « tigres asiatiques » du siècle dernier. In fine, qui peut croire aujourd'hui que le PAT, plan d'accélération de la transformation, réussira là où le PRE, plan de relance de l'économie, et le PSG auront tous failli, surtout que de manière globale les mêmes acteurs clés, incohérences, et conditions générales existent, et persistent, encore ? Évidemment,
personne n'est dupe. Grâce à la grosse arnaque, Gabon émerge, le pays est économiquement paralysé et en pleine faillite. Le modèle national de rente économique en place depuis au moins la période coloniale est lui bel et bien vivant. Dislocation sociale avancée. On ne saurait débattre de la situation catastrophique globale du Gabon sans s'appesantir sur ses problèmes sociaux. Ils sont si nombreux que l'espace nous manque ici pour les aborder tous en profondeur, surtout après 2 années brutales et dévastatrices de la pandémie de Covid-19. De prime abord, il faudra insister que malgré ses ressources importantes, le Gabon demeure un pays très inégalitaire. Ainsi, le PNUD dans son rapport sur le développement humain 2020 observe que l'indice de développement humain, IDH, du Gabon en 2019 était de 0,703, plaçant le pays dans la catégorie « développement humain élevé » et au 119e rang parmi 189 pays et territoires. Pourtant, lorsque l'on tient compte des inégalités, l'IDH du Gabon chute de 22,6% pour s'établir à 0,544. Nul doute que depuis lors les inégalités de tout genre ont amplifié sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs tels que l'incohérence des politiques publiques, l'instabilité des revenus pétroliers et les mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19. À cet effet, en parlant de santé publique, l'émergence avait bâti son programme sur sa capacité à redynamiser ce secteur vital avec la construction de nouveaux hôpitaux, modernes, et la mise en place d'une véritable politique nationale préventive et curative. Or, plus de 12 ans après, le bilan est plus que décevant. Entre les nombreuses coupures d'eau potable et d'électricité ainsi que le manque d'équipements de base, on meurt pour tout et rien au Gabon. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAM, dixit, l'élément moteur de la politique sociale, nationale est, vomi, de part et d'autre, incapable d'honorer ses engagements financiers. Pourtant, elle était censée être la pierre angulaire du système d'assurance maladie au Gabon. Plus inquiétant encore, la faillite récente de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, dont l'ambition était de « mieux vous servir », le « vous » étant indéfini et sujet à de multiples interprétations, le régime gabonais de sécurité sociale a essentiellement disparu. Globalement, au niveau des conditions de vie générale de la population gabonaise, le déclin se poursuit. Le rapport sur l'évaluation de la pauvreté au Gabon de la Banque mondiale observe qu'en 2017, un Gabonais sur 3 vivait dans la pauvreté et environ un Gabonais sur 10 souffrait d'extrême pauvreté. L'impact économique et social d'une telle catastrophe est apparent pour tous. La diminution de la pauvreté, dont le taux selon le système des Nations Unies au Gabon atteignait en juin 2020 presque 33%, et de son impact social aurait pu être achevé par la mise en place d'une véritable politique du secteur de l'éducation axée sur une adéquation formation-emploi. Or, ce n'est pas le cas. L'école et l'université gabonaise, la clé de tout processus de développement et de croissance économique, ne produisent plus vraiment rien. Elles sont presque devenues des voies sans issue. Le dernier exemple du nivellement par le bas avec l'affaire ratée du passage dans l'enseignement secondaire avec 9,5/20 illustre bien cette triste réalité. Les dégâts de l'affaissement du système éducatif national, l'échec scolaire commençant dès le primaire, vont bien au-delà de celui-ci. Ces effets néfastes se font malheureusement sentir sur la capacité des diplômés à trouver de l'emploi une fois leur cursus terminé. Il faut le dire tout simplement, les formations offertes par le système éducatif gabonais dans son ensemble ne sont pas adaptées au marché de l'emploi comme l'indiquait le rapport sur l'évaluation de la pauvreté au Gabon de la Banque mondiale, précédemment cité. Les jeunes de moins de 25 ans sont particulièrement touchés par le problème général de l'emploi et voient ainsi leur futur durement compromis. En 2009, cette jeunesse avait eu le malheur de croire en la promesse d'un « avenir en confiance » du candidat Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, sous son potentat, émerge, elle se retrouve encore plus déséuvrée. Le pays, lui après presque 14 ans d'émergence, est à terre. Dans un tel contexte, tourner la page, de ces années sombres au plus vite devient plus qu'impératif. 2023, un ultime rendez-vous historique à ne pas manquer. Selon l'enquête African Youth Survey 2022 de la Fondation Ishikowitz, 64% de jeunes Gabonais et Gabonaises interrogés en 2021 pensaient que le pays était sur la mauvaise direction. Ce constat général et manifeste d'un pays à la dérive est à rebours de ce que le régime de « l'émergence » avait promis au lendemain de la disparition du vieil autocrate. Au lieu d'un pays prospère et au futur prometteur,
presque 14 ans après sous le régime de l'émergence, le pays est exsangue, disloqué, retourné contre lui-même et fragilisé de toutes parts. L'imposture aura bien eu un coup. Pourtant, il en aurait pu être autrement si le pays avait à sa tête un leadership compétent et républicain. À cet effet, il faudra réitérer que beaucoup d'entre nous avions supporté le président, élu, Jean Ping non pas parce qu'il représentait une sorte de messie qui devait régler les problèmes du pays d'un coup de baguette magique, mais plutôt parce qu'il semblait représenter une porte de sortie, une sorte de brèche ouverte, vers un Gabon plus cohérent et républicain. On ne cessera de le répéter, le Gabon mérite beaucoup mieux que l'ineptie et la gouvernance claudicante du gouvernement de l'émergence. Plus que l'arbitraire, l'absurde demeure le propre de la dictature. Et c'est à cela que l'on aura assisté depuis bientôt 14 ans déjà. C'est pourquoi, en 2023, comme en 2016, 2009 et bien avant aussi, l'enjeu demeure le même, se débarrasser véritablement de la dictature et de la mainmise d'une seule famille sur la République gabonaise. Cette mainmise aux conséquences désastreuses et visibles pour tous doit être remplacée par un pouvoir républicain et démocratique basé sur l'onction collective de l'ensemble du peuple gabonais pour enfin construire un réel état de droit, soucieux et respectueux des droits humains de tous. Dans ce combat pour l'émancipation du peuple gabonais tout entier, nous devons nous garder de juger nos compatriotes qui, en cours de route, auraient abandonné le combat pour la démocratie et la liberté au Gabon. Leur choix, quel qu'il soit, et même si on le réprouve intrinsèquement, doit être respecté. Tout ça pour dire qu'il faudra prendre garde à remplacer la dictature des bongos par une autre, encore plus absurde et pernicieuse. Pour finir, le moment venu, si tel est le choix collectif, nous soutiendrons le candidat ou la candidate unique de l'opposition pour la présidentielle de 2023, puisque c'est bien là-bas où nous nous dirigeons pour tenter de démêler les chevaux. Cependant, la stratégie de sortie de la dictature doit être claire pour tous dès maintenant. Elle ne doit pas être laissée à la providence. Les enjeux actuels et futurs pour le pays sont trop importants pour cela quand on fait face à un pouvoir d'État malhonnête et des juges, constitutionnels, malheureusement toujours aussi obséquieux, incapables de voir au-delà de leur sinécure et intérêts personnels. Gilda Ofulas-Totamo, PhD. L'auteur enseigne au Department of Social and Behavioral Science and Human Services, SBSHS, St. Petersburg College, USA. Il a précédemment enseigné au Department of Political Science and International Studies, University of Tampa, USA et dans d'autres universités américaines. Il est l'auteur de plusieurs contributions aussi bien scientifiques que destinées au grand public.